bonjour à tous, bonjour à tous les étudiants donc, du groupe Actualité CRFPA. Je suis avec Maître Camille Aéry, c'est un plaisir de revoir Camille que je connais bien. Merci beaucoup. Alors, Camille Aéry, c'est l'auteur du rapport sur l'évolution de la profession d'avocat. Par ailleurs, faire son CV, c'est quelque chose de délicat, mais 24e au classement GQ. Oui. L'hyperactif, je crois que c'est ça le surnom. Ouais, voilà. Ils ont osé. Voilà, absolument. Alors, également, j'ai demandé à Sarah, qui est une étudiante d'un IEJ qui passe le CRFPA cette année, de se joindre à nous. Bonsoir. Pour pouvoir relayer justement les différentes questions des étudiants et surtout que l'on puisse comme ça avoir un échange sur justement l'évolution de la profession d'avocat. Alors, ce qui a déterminé cet échange, c'est plusieurs aspects. Le premier aspect, qui est l'aspect essentiel, c'est la remise du rapport que tu as préparé avec, je sais, quelques autres confrères sur l'avenir de la profession d'avocat. C'est un rapport qui est un rapport extrêmement dense sur lequel on va revenir, mais aussi sur ce qui s'est passé le lendemain, à savoir le vote d'une résolution par le CNB qui augmente donc les frais d'inscription à l'école des avocats de 1 600 à 3 000 euros et surtout qui également crée ce statut de collaboration qualifiante. Alors, je pense que peut-être le mieux, ce serait que tu présentes justement les grands principes qui ont gouverné l'avenir de la profession d'avocat. Et je tiens à préciser que, contrairement à ce qui a été indiqué par ailleurs, la résolution du CNB ne s'inspire absolument pas de ton rapport, malgré un calendrier très... Oui, je pense que c'est un concours de circonstances. Les deux dates se télescopaient, puisque c'est le 2 février que j'ai remis le rapport au garde des Sceaux, et puis le 3, il y a eu ce vote... qui était anticipé, parce que c'est un vote au CNB, un débat au CNB se prépare, s'anticipe, des documents sont adressés. Donc, j'allais dire que c'est une circonstance peut-être un peu, une coïncidence peut-être un peu malheureuse compte tenu de la confrontation de ces deux éléments. Mais mon rapport n'était pas destiné à venir contrecarrer les projets du CNB, pas plus que, objectivement, le vote du CNB n'était une réaction à un rapport qui avait été présenté la veille. En tout cas, pour faire juste un tout petit pas de côté, merci beaucoup, Michael, de m'avoir sollicité pour cet entretien. Je me réjouis d'être avec celles et ceux qui nous écoutent. J'espère qu'il y aura des questions, des échanges, et que nous pourrons, à travers ces échanges, vous apporter des éclaircissements sur ces réflexions qu'on a pu mener avec, je tiens à les citer parce que c'est un travail d'équipe, Éléonore Anzo, avocat au barreau de Paris, Bernard Lamont, avocat au barreau de Rennes, et Sophie Chalon-Belval, avocat au barreau de Rouen, ce qui est aussi une manière de présenter la méthodologie de notre commission. Je voulais que ce soit une commission paritaire homme-femme, Paris-Province, avec des modes d'exercice très différents, de manière à ce que nous puissions appréhender les différentes problématiques de la manière la plus plurielle, de la manière la plus équanime possible, et que les sensibilités et les modes d'exercice se conjuguent avec les réflexions qu'on a menées. Donc ça, c'était sur la composition. Ensuite, ce qui est important à nos yeux, et c'est qui était quelque chose qu'on a voulu aussi construire en termes de méthodologie, c'est que nous avons, pendant les 3 mois et demi de travaux, nous avons été désignés officiellement le 20 octobre, on a remis ce rapport le 2 février, on l'avait achevé à la mi-janvier, donc c'était relativement intense, on a auditionné 130 personnes, évidemment on a fait des travaux de recherche. On a voulu concentrer la première partie de notre activité à collecter des informations sous la forme d'audition, mais également sous la forme d'analyse, de documents, de travaux préparatoires sur la société française, ou en tout cas les dynamiques de la société française. On a toujours estimé que les premiers constats qu'on a établis, c'est qu'on manque parfois d'éléments prospectifs, on s'intéresse peut-être insuffisamment à nos clients, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, et donc on voulait parler de la société française, ou réfléchir aux tendances, aux dynamiques démographiques, sociologiques, à notre rapport au travail, parce que c'est quoi l'objectif? C'est de faire en sorte, lorsqu'on parle de l'avenir de la profession, qu'on parle de l'avenir de la société française et qu'on voit comment la trajectoire de la société française et la trajectoire de la profession peuvent rester en harmonie, et comment est-ce qu'on peut réorienter notre organisation, nos modes de travail, notre formation, de manière à être au plus près de ce que sera, notamment du fait du numérique, on va en parler évidemment ce soir, la manière que les ménages ou les entreprises auront de consommer des services juridiques, en quoi est-ce que ça va changer. Donc voilà, c'était la philosophie de notre méthodologie. Après, sur les différents thèmes, moi je suis à votre écoute pour suivre l'agenda, Sarah, que vous souhaitez. Donc, tout d'abord, merci à vous d'avoir accepté l'invitation
l'invitation de M. Demilouche. Avec joie, Merci toujours. de nous écouter et de répondre à nos interrogations ce soir. Félicitations pour votre classement au GQ. Ah, c'est rien. Vraiment, hein, Non, félicitations pour ça et félicitations bien sûr pour le rapport parce qu'au final, je l'ai lu, bon, j'ai pas tout lu vraiment dans les détails parce que c'est un rapport assez dense, 138 pages, vous avez fait un travail formidable. Merci. Donc félicitations, bravo, et puis félicitations parce que la commission, il faut savoir, le ministère vous a sollicité pour faire ce rapport, elle vous a choisi pour faire ce rapport. Et vous balayez un petit peu tout l'aspect de la profession. Vous parlez également de la formation par laquelle on doit passer pour devenir avocat. Alors, il faut savoir que ce qui intéresse aujourd'hui les étudiants, dont je suis un peu la porte-parole ce soir, c'est la résolution du CNB. Donc, on en parlait tout à l'heure, avec notamment l'augmentation des frais d'inscription à l'école, à l'entrée de l'école de formation du barreau, qui passe donc de 1 600 € à 3 000 €, et aussi la collaboration qualifiante. Donc, si vous le permettez, si bien sûr vous êtes d'accord, on va commencer à traiter ces deux aspects, et on parlera au fur et à mesure de plusieurs points que j'ai relevés dans votre rapport et qui, je pense, toucheront immédiatement mes camarades, futurs confrères, je l'espère, et moi-même. Très volontiers. Alors, on va reprendre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure concernant l'augmentation des frais, tout d'abord. Ça va être le plus simple parce que la collaboration qualifiante, par la suite, il faudra l'expliquer. L'augmentation des frais. On a eu la chance de rencontrer Maître Daoud la dernière fois au pénal dans un pénal trophy, oui, je sais qu'Emmanuel avait participé. C'est notre équipe qui a été qualifiée, Bravo. élite, Bravo. voilà, et Bravo. c'est Paul qui a gagné, donc voilà, félicitations encore une fois à lui. Donc on espère d'ailleurs vous voir la prochaine fois peut-être. Il a déjà fait, il a déjà été parrain. Il a fait un superbe numéro ici, qui avait été remporté par Tamara d'ailleurs. Oui, non, moi je suis dès que Michael me sollicite, je suis toujours ravi. Et après on perd dans un bon restaurant. Donc on a eu la chance d'échanger avec Maître Daoud qui nous expliquait qu'il avait voté donc cette résolution. Il a voté contre, il a été très transparent dessus. Il a la même position que Maître Mo, qui sont assez scandalisés, j'ai envie de dire, et qui nous disent clairement, Maître Mo l'a dit clairement dans un communiqué, il n'aurait peut-être pas eu la chance de devenir avocat si, à son époque, il y avait eu cette augmentation. Alors, c'est scandaleux. Nous, vous imaginez bien qu'on est abasourdis parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, surtout avec la réforme, on fait de plus en plus appel aux prépas privés, qui nous coûtent déjà assez cher. On a la chance d'avoir des prépas qui dispensent une très bonne formation, certes, mais les sous, tous les étudiants ne sont pas égaux sur ce point-là. Donc voilà, c'est 2 000 € minimum, il faut le dire. L'annuel est encore plus cher. On a déjà ces frais-là. On a les frais d'inscription à l'IEJ qui peuvent aller jusqu'à 1 000 €. On a des IEJ qui ne préparent pas à tous les examens, donc ils ne donnent pas beaucoup d'examens blancs. Donc déjà, il y a un coût en amont. On ne dit pas qu'on ne souhaite pas payer l'entrée à l'école, parce qu'il y a eu, j'ai discuté avec certains avocats qui ont voté pour l'augmentation des frais, et j'ai été un peu ahurie d'entendre des arguments, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas augmenté depuis 2005, donc on augmente aujourd'hui. Pire que ça, je ne vais pas payer pour mes futurs concurrents. Donc là, c'est quelque chose qui a été assez récurrent et que je trouve choquant parce que ce n'est pas mon point de vue. Moi, je considère qu'on est confrères et non pas concurrents. Mais bon, après, ça, c'est une prise de position. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Comment on justifie cette augmentation ? Qu'est-ce qu'on paye, en fait, avec les 3 000 €? Parce qu'on nous dit que les avocats prennent en charge 55% de la formation des étudiants. Bon, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être réfléchir à mettre en place un système qui aiderait les avocats qui apparemment, parce qu'il y a certains avocats qui vivent mal, qui ne gagnent pas très bien leur vie, c'est ce que j'ai pu entendre. Elle est très longue ta question. Oui. Très bien leur vie. Mais c'est un tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, au lieu de jeter un peu la chose sur les étudiants, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bon ben voilà, on va essayer d'arranger les avocats selon leurs revenus et de les faire participer donc aux frais concernés selon ce qu'ils gagnent et non pas dire on augmente jusqu'à 3 000 €, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on paye en fait au final. Qu'en pensez-vous? D'accord. Et voilà. Alors il y a plusieurs questions. Oui. Bon, d'abord, moi j'ai un sentiment d'injustice face à cette décision parce que
bon, elle est brutale, mais on peut parfois être obligé de prendre dans la vie des décisions brutales. Ce qui me choque, c'est qu'on n'ait pas parlé avant tout du contenu, convaincu les futurs élèves avocats que le contenu est un contenu de valeur, et avant de leur imposer ce qui est même sur le plan des chiffres, un quasi-doublement de d'un budget qui est un budget important. Lorsqu'on est un étudiant, étant rappelé, vous citiez un certain nombre de contraintes que les étudiants vivent, l'une des contraintes, c'est une préparation de plus en plus intense à l'entrée dans la profession, ce sont des stages d'été, donc une époque qui était parfois réservée à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir assurer les financements de son année suivante est aujourd'hui consacrée à des stages qui ne sont pas toujours rémunérés de manière suffisamment importante pour vous permettre de constituer un pactole pour faire un investissement. 1 400 € de plus à mobiliser pour la formation, c'est donc quelque chose d'important. Alors, il faut rendre justice au fait que la délibération du CNB évoque aussi le fait de créer des politiques en matière de bourse, etc. Mais déjà, ça pose des questions de financement. On essaie de régler un problème de financement et on essaie immédiatement de justifier par quelque chose qui nécessitera aussi un problème de financement. L'autre problématique que j'ai, au lieu de parler du contenu, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est facile de dire on n'a rien fait depuis 2005, on n'a pas modifié, etc. Mais on n'a peut-être non plus pas fait grand-chose en termes de qualité des enseignements dans les écoles d'avocats depuis 2005. On n'a pas repensé, la formation. Encore une fois, il y a des formations très coûteuses et on pourra toujours faire du droit comparé en disant qu'il y a d'autres pays dans lesquels la formation est très 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 coûteuse et qu'on s'endette et qu'ensuite on rembourse ses dettes à la banque pendant plusieurs années d'exercice. Il y a des pays qui l'acceptent. Simplement, ce qu'on a l'impression qu'on tire de son enseignement dans ces pays-là est l'appartenance à une forme d'élite, des formations qui sont extraordinairement qualifiantes, une filière qui est en elle-même une filière très valorisante. Je pense notamment aux États-Unis, aux law schools qui sont très chères. La formation est chère, mais la filière juridique là-bas est perçue comme une filière d'excellence. Donc on fait cet investissement parce qu'on en tire sur le plan réel et sur le plan du ressenti quelque chose de plus fort. Donc on n'a pas réfléchi à l'évolution de notre formation, à ce qui était nécessaire, à la transformation qui était nécessaire. Encore trop de sentiments de redite universitaire dans les écoles d'avocats. On ne s'est même pas posé la question du nombre des écoles d'avocats. Est-ce qu'au moment où nous avons une très forte et une plus grande mobilité territoriale, alors ça représente aussi un coût pour les étudiants, de changer mais est-ce qu'on ne peut pas créer des pôles un peu moins nombreux, peut-être de s'associer avec des savoir-faire locaux. Moi, je pense notamment à l'école de la magistrature qui est à Bordeaux. Pourquoi est-ce que la formation des futurs avocats spécialisés en matière judiciaire ne pourrait pas se faire là-bas? Ceux qui veulent s'investir dans les études européennes auraient un centre de formation, par exemple, à Strasbourg. On pourrait étudier le droit civil chez nos amis maritimistes qui sont brillants à Nantes, à Rennes, parce qu'il y a une culture du droit civil aussi dans ces universités-là. On pourrait imaginer ceux qui veulent s'intéresser davantage aux questions fiscales dans la région centre où il y a l'école des impôts. Enfin, il y a toute une réflexion sur un resserrement du contenu de l'enseignement qui est devenu illisible. Le contenu de l'enseignement dans les écoles d'avocats est devenu illisible. Il y en a beaucoup. On n'arrive pas à distinguer de stratégie. On aurait pu réduire cet enseignement, réduire les coûts, peut-être revisiter aussi la manière dont on a géré ces écoles, parce que moi je ne sais pas comment elles ont été gérées ces écoles. Il y a peut-être des erreurs, des redondances qui ont fait en sorte qu'on a accumulé aussi des coûts. Avant d'imposer ce que je pourrais à la limite accepter après un débat construit, pédagogique, d'imposer une augmentation substantielle des coûts aux élèves, j'aurais préféré qu'on ait ce débat-là. Et on ne l'a pas eu, et ça crée chez moi un sentiment de frustration très grand qui accentue du coup le caractère injuste de cette augmentation substantielle. Mais alors justement, moi j'ai une question qui est liée à ça. C'est dans ton rapport, tu cites un certain nombre de statistiques, et on se rend compte que, mais alors ça, il n'y avait pas besoin de finalement, on pouvait quand même le prévoir. Paris, ce n'est pas la France. Il y a des zones en France de désertification en termes d'avocats. Moi, j'enseigne justement dans une université de province, et justement en province, il y a des besoins locaux qui sont des besoins parfois dans des matières qui sont moins enseignées parce que c'est un lieu où il y a de grandes propriétés, il y a des conflits en matière par exemple de lancement, j'enseigne le droit des successions, en matière de droit des successions, en matière de droit rural et ainsi de suite. Et justement la façon dont le CNB a réagi, c'est-à-dire cette augmentation qui est brutale sans même réfléchir au contenu,
Moi, j'ai l'impression que ça va introduire encore plus, si ce n'est pas déjà fait, une discrimination même entre Paris et la province. Là, à l'heure actuelle, par rapport à la représentativité sociale des barreaux, déjà cette représentativité sociale en province est relativement bonne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on pouvait encore dire, jusqu'à cette réforme de l'examen du CRFPA, on va en discuter, parce que là, depuis tout à l'heure, je vois les questions, il y en a beaucoup sur le fameux 7 sur 20 éliminatoire, mais on voit beaucoup justement en province des étudiants qui sont capables de réussir, et tant mieux, sans même avoir fait de préparation. Mais là, à l'heure actuelle, avec la transformation en examen national, on se demande si finalement la préparation privée n'est pas quasiment obligatoire. D'ailleurs, certaines universités s'y mettent, et s'y sont déjà mises. Et là, finalement, justement, cette centralisation, quels étaient déjà les chiffres qui étaient cités dans le rapport? Les chiffres que vous avez cités dans le rapport, vous dites qu'il y a 240 avocats pour 100 000 habitants à Paris, contre 30 avocats pour 100 000 habitants, toujours en Picardie. C'est fou. Oui, il y a une très grande disparité territoriale. Voilà, et puis il y a d'autres chiffres, bien sûr, que je vous invite à aller regarder dans le rapport de Maître Anélie. Et d'ailleurs, j'ai là Monsieur Benoît qui nous dit « La décision du CNB doit être motivée pour la simple et bonne raison qu'il y a trop d'avocats. Certainement, mais au lieu de créer une sélection par l'argent, pourquoi ne pas améliorer la répartition des avocats sur le territoire? Il me semble qu'une écrasante majorité se trouve dans les grandes métropoles. » C'est vrai. Alors voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec M. Benilouche. Pourquoi ne pas essayer d'attirer les étudiants un peu? Parce que moi je sais que si on me propose un super contrat en province, mais pourquoi pas? Après, rien ne nous empêche de revenir en Bien sûr, la mobilité c'est un vrai savoir-faire. Voilà, mais on a l'impression que Paris, c'est Paris, c'est génial. C'est sûrement à cause de vos super moulures, mais tout le monde vient à Paris. Alors bon, oui, Paris c'est super, mais en attendant les 3 000 € qu'on nous réclame pour payer, et je cite ce que vous avez mis dans votre rapport, une formation perçue assez unanimement comme une suite d'enseignements trop variés et de qualité très inégale, c'est un peu beaucoup. C'est beaucoup. Et il y a une avocate avec qui j'ai discuté qui me dit, mais vous avez un bâtiment refait à neuf qui est magnifique, super. Vous avez des nouvelles technologies qui sont mises à votre disposition, mais encore, au final, c'est pas ça qui va nous servir à écrire de bonnes conclusions, il me semble. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, à nouveau, beaucoup de questions, plus celle de notre auditeur, de notre confrère, qui a posé la question sur la discrimination. Ça pose effectivement un problème de discrimination qui peut être perçu différemment dans des environnements, dans des territoires où le coût de la vie est différent, où la perception du coût de la vie est différente. Juste une petite correction sur le fait que Paris a une attractivité. Beaucoup de gens viennent aussi se former, peut-être passer 1 ou 2 ans d'exercice professionnel avant de rejoindre à nouveau la province. C'est-à-dire que là, vous touchez du doigt un sujet qu'on a beaucoup évoqué dans le rapport, qui est celui de l'absence d'informations quantitatives et qualitatives sur la mobilité dans la profession. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'idées reçues, et comme on manque d'observatoires encore mieux dotés et plus performants sur la prospective, sur la mobilité professionnelle, sur la parité, sur la diversité, parfois on a du mal à comprendre les dynamiques de notre profession, et peut-être que parfois on pourrait chasser un certain nombre d'idées reçues. Sur le nombre d'avocats, tout d'abord. Cette profession n'a pas trop d'avocats. Vous le dites? Je le dis et je le répète, les chiffres, le nombre a doublé, nos revenus ont triplé. Donc ça veut dire que nous produisons de la valeur. Nous sommes extrêmement attractifs. Il y a plus de 200 000 étudiants dans les facs de droit. Donc pour une matière qui n'est pas enseignée au lycée, créer cette attractivité, c'est extraordinaire. On est fort, il y a des profils vraiment variés, il y a des talents. C'est une profession magnifique, avec des vrais talents. Il y a un problème. Non, mais c'est la plus belle profession. Mais c'est la plus belle profession. Il n'y a même pas de sujet là-dessus. C'est la plus belle de toutes. C'est bien enseignant. C'est bien quand même. Ça en fait partie. C'est un tout. C'est un tout. Ouais. Maintenant, il y a des problématiques de répartition du territoire. Alors, ce n'est pas non plus la responsabilité des ordres dans la limite de leurs moyens de créer des attractivités vers des métropoles ou des zones. Moi, tout ce que je constate, c'est que je suis suffisamment vieux pour l'avoir ressenti. Il y a quand même eu un formidable travail de certaines métropoles pour créer une attractivité, une vie sociale, une vie culturelle qui est fait qu'on a envie de s'installer dans certaines... C'est difficile à quantifier quand on est au cœur d'un cabinet d'avocats du 8e arrondissement. Mais je sens, moi je vois, quand je me balade, etc., avec mes camarades qui exercent dans d'autres barreaux, etc., il y a une fierté, il y a une implantation régionale, il y a une vie et une qualité de barreau et de vie de barreau
qui est quand même aussi différente. Et c'était intéressant d'avoir aussi 2 membres de cette commission de 4 personnes qui venaient de province et qui m'expliquaient que sur plusieurs sujets, ils n'avaient pas du tout les mêmes ressentis que nous pouvons avoir à Paris. Sur l'intégration des plus jeunes dans certains barreaux de province, leur intégration est beaucoup plus facile, plus rapide. Le mentorat, l'accompagnement par les plus aînés est peut-être plus fort. Le sentiment de solitude peut être plus grand. Comment dirais-je, les inégalités face à la profession sont peut-être ressenties plus durement dans les très grandes métropoles que dans les plus petites, où vous pouvez développer une activité individuelle, voilà, avoir un parcours différent. Moi, je suis un farouche partisan de la mobilité, en tout cas de créer des outils de mobilité, de faire en sorte qu'on puisse, et aujourd'hui, la génération, la vôtre, quand elle s'exprime sur ces questions, elle a pas une obsession, bien sûr, mais elle a un fort intérêt pour la question de mobilité. Mobilité à l'intérieur de la profession, ça j'anticipe peut-être d'autres questions, de mobilité à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nos jeunes futurs confrères, étudiants en droit, cette profession, elle s'exerce dans la profession. Elle doit aussi s'exercer un peu en entreprise. Elle s'exerce pourquoi pas dans la magistrature, dans l'enseignement, chez un régulateur. On va de l'un vers l'autre, on s'enrichit, on revient dans la profession, on repart. Et c'est ça qui crée la richesse des parcours. Donc il faut qu'on sorte de cette espèce de vision très monolithique et linéaire d'une profession dans laquelle on est complètement captif et qu'aucune autre forme d'expression du talent juridique ne peut être complètement compatible. À cela, et je vous laisse ensuite poser une autre question parce que ma réponse a été un peu longue et désordonnée. On s'inspire des meilleurs. On va enregistrer ce passage. Oui, on va la diffuser. Je pense qu'il ne faut pas non plus oublier une chose. C'est qu'il y a d'autres idées reçues qu'on a essayé très humblement de chasser là-dedans. C'est que c'est une profession qu'on aime. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fustigé le fait que les gens quittaient la profession. C'est pas vrai. C'est une profession dans laquelle on reste. Non. Les gens partent, bien sûr. Oui, comme dans toutes les professions. Ils reviennent aussi parfois. Mais... Je peux citer, vous me permettez de citer les chiffres. Bien sûr. Dans votre rapport qu'il y a 850 départs pour convenance personnelle. Oui. Et d'ailleurs, vous dites qu'il est dommage qu'on n'en sache pas plus. Du barreau de Paris, je crois. Oui, du barreau de Paris. Oui, du barreau de Paris. Qu'il y a 350 départs de Paris vers la province. Oui. Et qu'au final, on a un quart de retour, c'est-à-dire 176 anciens avocats qui redeviennent avocats. Ouais, d'accord, mais ça c'était les chiffres d'une année, donc c'est un échantillonnage d'une année. Maintenant, il y a un autre tableau, je n'ai plus la page évidemment en tête, mais il y a un autre tableau qui est assez intéressant, qui est la viscosité de la profession, c'est-à-dire le fait qu'on reste par génération de prestations de serment dans la profession. J'ai prêté serment en 97, 80% des gens qui ont prêté serment en même temps que moi sont aujourd'hui encore, en tout cas en 2015, dans la profession. Ce qui est assez important. Alors, il y a un peu plus de femmes qui quittent la profession que d'hommes, c'est un vrai problème. Pourquoi elles s'en vont? Parce qu'elles sont peut-être maltraitées. moins bien payées. Non, maltraitées, tout simplement. Ouais. Et l'argent fait partie du traitement. Et puis, je pense aussi qu'il y a il y a aussi par rapport aux femmes et de façon générale, même par rapport aux étudiants, dans la formation, il y a des grands malentendus. Je vois par rapport à cette histoire du CNB, j'y reviens. Au moment où il y a la réaction, c'est-à-dire on a le vote de la résolution du CNB, je vois ça, donc sur les réseaux, c'est à peu près partout, des étudiants s'offusquent, et puis au bout d'un moment, je contacte des associations d'élèves avocats. Bon, qui m'ont réservé, j'en vois certains d'ailleurs qui sont en train de regarder la vidéo, qui m'ont réservé pas un accueil froid, c'est un accueil glacial, en me disant, mais ça ne nous concerne pas, ces aspects-là. Et les étudiants qui, comme Sarah, passent l'examen d'avocat, la difficulté, c'est de les exposer, parce que quand ils s'exposent, ils prennent un risque, et ils ont très peur, ici, de ne pas réussir l'examen à proprement parler. C'est-à-dire que toi, tu prônes, mais à juste titre ici, que chaque avocat doit travailler son identité numérique très tôt, en créant notamment son réseau professionnel. C'est quelque chose qui absolument est totalement essentiel à l'heure actuelle. Et on va y revenir sur le réseau, parce que l'augmentation des frais d'avocat, pour ma part, me choque bien évidemment. Mais derrière ça, ce qui me choque peut-être encore plus, c'est la collaboration qualifiante, où on crée un exercice de cooptation. Donc, de façon générale, quand on dit que la profession traite mal les avocats, j'ai l'impression aussi qu'à l'université, les avocates, qu'à l'université, on ne les prépare pas bien à ça. Pourquoi? Je vois assez fréquemment, alors comme tu le sais, tu es venu au Penal Trophy, tu vois ces différents aspects. Les étudiantes ont toutes le même retour par rapport à nous, à avoir peur, par exemple, de certaines spécialités, en disant « oulala, attention, le milieu, droit pénal, mais aussi le milieu est totalement misogyne, je vais me faire harceler, en droit pénal, je vais me faire violer par chacun de mes clients,
et ainsi de suite. Alors heureusement, lors d'un dernier numéro, on avait Clarisse Serre comme invitée d'honneur. Elle a calmé absolument tout le monde de ce point de vue-là. Elle a dit, bon alors moi je suis à Bobigny, je vais vous expliquer comment ça se passe pour une avocate à proprement parler. Et ça justement c'est un sujet. Ouais, c'est un sujet. Est-ce que de ce point de vue-là, la discrimination véritablement fondée sur le sexe on va dire, a toujours lieu. On parlait pendant très longtemps du fait qu'il y avait véritablement, de ce point de vue-là, des écarts de rémunération très importants. Oui. Ouais. Et en même temps, Ça vous va, dites allez-y. dans votre rapport, les écarts de... Non, mais pardon, je pardon. peux poser votre question. Non, il y a quelque chose qui est quand même assez paradoxal, c'est qu'en même temps, les avocates sont confrontées à beaucoup de discrimination, mais vous dites dans votre rapport que 7 avocats sur 10 sont des femmes quand même. Oui. Et que la profession a tendance à se féminiser. Oui, mais c'est même ce qui est stupéfiant. C'est-à-dire que non mais ça veut dire que le mal est profond. La profession se féminise depuis 85 en majorité. C'est-à-dire que depuis 85, il y a un peu plus de femmes dans la profession, et puis ce phénomène s'est évidemment accru. Aujourd'hui, la très grande majorité des promotions qui sortent des écoles d'avocats sont des promotions féminines. La féminisation de la profession s'est intensifiée. Pour autant, les écarts ne se sont pas réduits. Donc, la réponse qui consisterait à dire de toute façon le problème de la parité n'est pas un problème puisque la profession se féminise et que ce problème va se régler, c'est faux. Ça fait 20 ans que la profession se féminise, les problèmes restent importants et les problèmes restent sensibles. 40-45% de différence de revenus en moyenne en 8e ou 10e année d'exercice entre un homme et une femme, c'est inacceptable. Parce que derrière tout ça, ça crée des dynamiques de carrière qui sont différentes, puisque votre carrière à vous est ralentie par le fait que votre revenu est inférieur. Comment cela s'explique? Parce qu'au final, la plupart des avocats... Personne n'osera jamais apporter une explication à un phénomène de discrimination. Non. Pardon? La plupart des avocats fixent leur honoraire. Enfin, après, vous me dites, il y a plusieurs... Non, mais quand tu arrives collaboratrice, tu as la rétrocession. Oui, ça c'est vrai. Et ce qui est parfois rapporté par certaines candidates, elles viennent, quand elles sont reçues, on ne dira pas le nom de certaines personnes, mais quand elles sont reçues, on leur explique, bon écoutez, vous allez toucher quand même 25% à 30% moins que tel de votre confrère, parce que bien évidemment, qu'est-ce que vous allez faire immédiatement après être entré dans la profession? Vous allez être enceinte, moi je vais vous former, et pendant que vous allez être formé, je vais devoir pourvoir à votre remplacement. Après, en plus de ça, donc il y a tous les stéréotypes misogynes qui sont sortis. Quand vous allez avoir un enfant et que le gamin va manger une bille par le nez, par exemple, à la crèche, vous allez accourir pour aller le chercher, alors que si vous étiez un homme, on vous dit un truc pareil, on vous dit oui, moi je m'en fous de mon gosse. Voilà. Il y a quand même ici, de ce point de vue-là... De toute façon, l'homme dirait, c'est ma femme qui va s'en occuper. Non, mais la frustration des hommes de ne pas pouvoir enfanter. N'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas que les situations de collaborateurs, il y a aussi des femmes qui exercent individuellement et donc elles sont plus exposées parce qu'il y a de toute façon un déséquilibre, mais ça c'est un sujet sociétal, un déséquilibre des mobilisations au sein d'un couple sur la question de l'enfant, de la maternité, etc. Ça ne concerne pas seulement les avocats. Oui, mais la différence de revenus est un moyen de le corriger. C'est-à-dire que quand dans un couple les revenus sont égaux, quand dans un couple les revenus de la femme sont au moins aussi importants et aussi importants symboliquement et financièrement pour le couple, l'homme il va faire aussi des sacrifices. Mais si vous avez de toute façon une asymétrie de revenus à talent et à activité égale, ce sera toujours le plus petit revenu qui fera le sacrifice. Donc, de toute façon, la question de la rémunération est une question centrale. Mais au-delà de ça, et dans notre rapport, on est très attentif aux questions de la parité et aussi de la diversité, ce qui n'est pas pareil. Mais je pense avec émotion aux personnes qui sont à l'intersection des questions de parité et de diversité. Mais revenons à la parité. Nous, on veut aussi que dans les écoles d'avocats, il y ait des enseignements sur les biais, puisque nous sommes tous porteurs de biais à l'égard de la parité, de la diversité. Donc, c'est un travail d'autodiagnostic, un travail de sensibilisation. Et il faut qu'on augmente les ressources des observatoires pour analyser qualitativement et quantitativement la position des femmes dans la profession, de manière à pouvoir expliquer qu'il y a des situations d'inéquité qui sont inacceptables. Alors, je suis désolé, c'était pas du tout prévu comme type de question, mais du coup, tu sais la question qui en découle, c'est-à-dire, est-ce que, pour ta part, tu es opposé à des statistiques, justement, qui permettent d'intégrer par rapport à la diversité et également par rapport à toutes les formes de discrimination, qui permettent justement d'intégrer un certain nombre de paramètres pour qu'on puisse avoir véritablement une photographie de la société française ou de la profession. Je sais que c'est le sujet... Non, c'est un sujet quasiment sociologique, voire philosophique, juridique, politique, bref. Non, j'ai pas de difficulté avec les statistiques de parité parce que ce sont des statistiques qui s'appuient sur une objectivité de situation.
La question de la diversité est une question qui est beaucoup plus sensible et intime. Donc sur la diversité, moi je suis pour le coup plus favorable à de la sensibilisation, à des outils d'autodiagnostic dans les cabinets pour voir si nous avons nous-mêmes des biais de fait sur la diversité. Et en revanche, ce que nous prenons là-dedans, moi je suis à un moment quand on arrive à une situation où on a le sentiment qu'il y a une communauté au sein de notre profession qui n'est pas assez représentée, ou en tout cas pas assez valorisée, par rapport à sa motivation, et qui a du mal à franchir des plafonds de verre. Moi, je suis pour un peu d'affirmative action. C'est pour ça qu'on recommande qu'au moins il y a un projet qu'on recommande, qui est un projet peut-être un peu ambitieux, mais pas tant que ça, qui consiste à créer dans 5 barreaux, dans 10 cabinets dans 5 barreaux, les plus grands barreaux, puisque ce sont des cabinets qui, par leur taille, pourraient effectivement contribuer à cet effort, un programme qui consisterait à faire venir dans ces cabinets-là des jeunes qui seraient issus à la fois d'un double critère de bourse et d'avoir été formés dans des lycées qui sont issus de zones d'éducation prioritaire, de manière à faire en sorte que, voilà, je vais essayer de faire juste un pas de côté là-dessus. Dans notre profession, je pense très humblement, l'acquisition de la compétence strictement technique est quelque chose d'important, mais ce n'est pas ce qui est de plus insurmontable. Parce que les matières changent, parce que quelqu'un qui a été diplômé en 2015 doit parfois revisiter en 2017 l'ensemble du droit à la faveur d'une jurisprudence ou d'une réforme. Nous devons continuellement repenser et réapprendre ce que nous avons appris. Donc ça, c'est un flux continu. En revanche, l'une des principales inégalités pour moi, c'est le savoir-être. Ce sont ceux qui sont à l'aise en société, qui ont compris les codes, qui sont à l'aise dans l'interaction sociale, etc. Or, je me suis aperçu que parfois, celles et ceux qui sont issus de la diversité maîtrisent moins ces codes, parce qu'ils ont moins été exposés à des lieux où ces codes sont enseignés. Et donc, il faut les leur enseigner, il faut les aider à gagner de la confiance en eux. D'où ce programme. Alors justement, non mais pas, puisqu'on y vient, lors de l'examen d'entrée au CRFPA, justement, alors c'est justement une question que je vais te poser de façon très directe, lors de l'examen d'entrée au CRFPA, la part belle est laissée aujourd'hui au grand taux. Sur le grand taux, j'ai 3 remarques et plusieurs questions à poser. La première chose, le grand taux est quand même, on va dire, l'épreuve du CRFPA qui n'est pas harmonisée, qui est quand même celle qui est la plus susceptible de donner lieu à des discriminations. On le dise qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, autant sur les copies écrites, il y a une anonymisation des copies écrites qui est totale, autant sur les oraux, il y a quand même une difficulté qui est susceptible de se poser. La deuxième question par rapport aux oraux, c'est est-ce que véritablement, je sais que tu avais déjà formulé l'idée il y a quelques années, et il y a à nouveau dans le rapport, ici, tu prônes une note éliminatoire de 7 sur 20. Et plus encore par la suite par rapport aux oraux, il y a quelques temps, alors ça c'est les universités qui s'étaient interrogées par rapport à l'accès aux universités, par rapport aux étudiants, enfin plutôt aux lycéens qui sont titulaires d'un bac professionnel, et par rapport à ces lycéens-là qui n'ont pas un parcours qui est absolument linéaire, on leur disait, voilà, c'est pas spécialement fait pour vous le droit, où il vous faut en tout cas atterrir par le biais d'une passerelle en droit, donc de leur faire perdre justement du temps. Il y a un certain nombre de questions, à mon avis, qui se posent par rapport à l'ensemble de ces étudiants-là, parce que, je sais pas, sur les oraux en tout cas, c'est quand même, il me semble, les oraux, le fait que ça ne soit pas nationalisé, ça peut donner lieu justement à un filtre selon des critères qui, on va dire, ne sont pas des critères objectifs. D'ailleurs, si vous me permettez juste, il y a M. Abdelrani qui vous salue. Merci. Et qui vous dit que beaucoup d'avocats bons plaideurs ont eu moins de 7 au grand taux. Pourquoi vouloir une note éliminatoire à cet exercice? Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, ça c'est une remarque ou une question. Oui, bien sûr. Il y a Pierre-Marie qui nous dit: intégrons dans les cours de déontologie la bienveillance entre futurs confrères, entre parenthèses, hommes et femmes. Bravo. Bravo à Pierre-Marie. Je vous laisse donc répondre à ce alors, plusieurs questions. Donc, d'abord, sur l'oral. Bon, c'est une épreuve qui est heureusement, je ne sais pas le mot malheureusement que je dois employer, c'est une épreuve qui me semble très importante parce qu'il y a dans notre culture, dans notre exercice professionnel, même si on ne fait pas de la plaidoirie, c'est pour ça que ça me permet de répondre indirectement à notre camarade qui a évoqué la notion de plaidoirie. On peut être bon plaideur et avoir moins de 7. Oui, mais parce que justement, le grand oral n'est pas un exercice de plaidoirie exclusivement. C'est un exercice d'argumentation sur la conventionnalité, la constitutionnalité des libertés publiques, ce qui aujourd'hui constitue pour moi l'un des ferments de notre savoir-faire d'avocat. C'est-à-dire que ça constitue aujourd'hui quasiment 2 nouveaux degrés de juridiction. La QPC, c'est un peu iconoclaste de le dire comme ça, c'est pas exactement vrai. Ce ne sont pas des degrés de juridiction en tant que tels, mais la QPC,
la constitutionnalité et la conventionnalité, c'est-à-dire tout le travail qu'on fait vis-à-vis de la Cour européenne des droits de l'homme, constituent des éléments qu'on intègre dans la stratégie. Ce ne sont pas d'ailleurs des matières qui sont exclusives des questions de liberté publique, de droit pénal. On a des QPC en matière fiscale, on a des saisines de la CEDH sur des questions qui sont des questions très techniques, qui relèvent de l'exercice de personnes qui ne font pas de plaidoirie quotidiennement. Ça, il faut quand même l'avoir, faut l'avoir à l'esprit. Voilà, Donc c'est pour lui dire que, ok, on peut être un mauvais plaideur, et on peut être un très très bon plaideur, et puis avoir une plaidoirie creuse et mériter 6 sur 20. Pourquoi une note éliminatoire? C'est parce que, encore une fois, je l'ai expliqué, et on peut être en désaccord. J'entends ce que Michael dit sur le fait qu'il y a une part de subjectivité dans le rapport humain que l'on peut avoir. Lorsqu'on siège dans les jurys de CRFPA, c'est mon cas dans un certain nombre d'universités de manière régulière, on s'aperçoit en revanche, Michael, que lorsqu'on analyse les jurys, il y a une très très forte homogénéité des notes. C'est-à-dire que certains jurys sont plutôt sévères, d'autres ne le sont pas. D'autres sont peut-être font preuve d'un peu plus de mansuétude, mais on n'a jamais eu l'occasion de percevoir dans les jurys une approche qui soit systémiquement, j'arrive pas à trouver mes mots, pardonne-moi, mais qui soit injuste. On n'a jamais ressenti d'injustice systémique dans un jury qui déciderait de saquer des étudiants pour les saquer. En revanche, alors c'était une réflexion que nous avons faite sous la loi ancienne, sous le régime ancien, avec les eurotechniques, etc., il m'est insupportable pour moi de voir que l'on peut obtenir le CRFPA avec des 2 ou des 3 au grand oral. Pourquoi? Parce que le système de compensation des notes fait en sorte que une ou deux très bonnes notes sur des eurotechniques, sur une épreuve de langue, sur une épreuve, je ne sais pas moi, de finances publiques, je ne veux pas citer de matière parce que je ne voudrais vexer personne, ce sont des matières extraordinairement nobles. Je considère néanmoins que ce ne sont pas sur ces matières-là que doit s'effectuer la sélection. Et qu'on ne peut pas compenser un 2 ou un 3. Attention, je vous parle de gens qui n'ont pas été rattrapés, je parle de gens qui sont arithmétiquement admissibles et admis, sachant que, comme tu le sais, le taux d'écrémage entre l'admissibilité et l'admission est très très faible. C'est-à-dire que tu as un écrémage important sur l'admissibilité, mais une fois que tu es admissible, en réalité, il y a très très peu de dégradation entre le pourcentage d'admissibilité et le pourcentage d'admis. On a quand même beaucoup de chances d'avoir le CRFPA une fois qu'on est admissible. On va voir cette année. Mais on revient sur la note éliminatoire. C'est pour ça que je considère qu'à un moment où la conventionnalité et la constitutionnalité sont devenus des éléments absolument essentiels, encore une fois, quelle que soit nos qualités de plaideur et quelle que soit la matière ou l'exercice auquel on se destine, on ne peut pas aujourd'hui devenir avocat. Certains parlent de moyenne de 12 sur 20, par exemple. Moi, ma philosophie, c'est de dire cette épreuve pour moi, il faut lui donner encore une plus grande solennité, et donc il faut une note éliminatoire. Il y aura toujours des effets de bord, vous aurez toujours un 6 ou un 8, mais on est toujours confronté à cette situation. Alors pourquoi ne pas instaurer, en même temps que la note éliminatoire, si bien sûr cette proposition est retenue, peut-être, alors je ne sais pas, il faudrait réfléchir, une sorte de grille, de correction, ou des attentes, vraiment pour que la décision du jury soit vraiment très bien motivée. Absolument, vous avez raison. Qu'on puisse comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu 7. Et même au-delà de ça, c'est dans la formation universitaire, il ne faut pas oublier ça. Il y a de moins en moins d'oraux dans les formations universitaires parce qu'il y a des effectifs qui sont importants. Là, beaucoup d'autres universitaires, ce qu'ils souhaitent, ils transforment les oraux en oraux écrits, donc c'est quelque chose d'absolument absurde, l'oral écrit, pour parvenir à quoi finalement? À ne pas avoir à faire passer de très nombreux oraux parce que c'est extrêmement chronophage. Et là, justement, j'essaye, dans le cadre de certaines associations, de mettre en place des hypothèses filmées. Je ne sais pas si on va faire ça sous la forme de petits sketchs ou au contraire quelque chose de très sérieux pour mettre en place justement cette formation aux oraux parce que les étudiants ne sont pas préparés. C'est là une des difficultés de la formation universitaire, c'est-à-dire ce que je crains aussi beaucoup dans la formation de celle d'avocat, c'est qu'on parvienne à un moment donné de parvenir à quelque chose qui est absolument, c'est-à-dire une complète déconnexion, c'est-à-dire que ce qui peut être dit par les avocats ne correspond plus à ce qui est fait dans les universités. Là, on ne prépare pas aux oraux. Il y a des étudiants qui peuvent arriver jusqu'au grand taux. Dans certaines universités, je pourrais en faire la démonstration,
c'est difficile, sans avoir jamais passé un oral. C'est possible, ouais, ça c'est vraiment... Et du coup, ça fait une prime à ceux qui ont eu l'occasion, à travers leur vie, leurs expériences, de pratiquer un exercice oral. Après, bon, que les uns et les autres s'adaptent aussi. Hein. On est grand, on peut s'adapter. On nous dit que serait-ce une bonne idée de filmer les grands taux. Non, parce que je pense que ça caporaliserait les enseignants et les membres du jury. En revanche, nous, en tout cas, on fait la recommandation, parce que la recommandation, elle doit être accompagnée d'une pédagogie et d'une forme d'équité. Oui. Naturellement, ça se met en place. Dans l'hypothèse où quelqu'un a une note éliminatoire, il faut absolument qu'il y ait une motivation extrêmement forte. Et de la manière à ce que la personne puisse comprendre. Par ailleurs, et on ne peut pas complètement décorréler les deux points, le fait que nous soyons aujourd'hui en train de construire un examen national. Donc moi, je souhaite que la dimension et l'équité soient renforcées encore par des corrections croisées, de manière à ce qu'on soit aussi légitime avocat partout. Puisqu'on exerce, puisqu'on est avocat partout, on doit être sélectionné de manière aussi légitime partout. Mais cet examen national et la création de cette commission nationale sur l'examen va faire en sorte qu'on va harmoniser davantage les grilles. Et on va peut-être avoir une meilleure communication sur les attentes des jurys, ce qui va permettre d'avoir un dialogue peut-être un peu plus loyal entre le candidat et le jury. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que cette harmonisation, elle va aussi avoir comme avantage de permettre à tous les candidats, je l'espère, en France, de mieux comprendre les attentes du jury et pour les jurys de savoir exactement quels sont les critères sur lesquels eux, ils doivent noter. Bien sûr. Donc une motivation, et ce serait parfait d'ailleurs, j'aimerais bien rajouter une motivation, que la note soit éliminatoire ou pas, même si on a 8, 9, on peut très bien avoir... C'est Tamara qui salue Camille, justement. Merci beaucoup. Très heureux d'avoir son témoignage. D'ailleurs, je vais encore lire une question et puis on va passer tout de suite à la collaboration. Ça va, oui, je vous en prie. Parce qu'il faudra qu'on en parle. Voilà. Il y a votre ami, je pense, Daniel Berthe, qui vous salue, M. Bénilouche. Oui, bien sûr. Et, dans quel ordre? C'est important quand même. Dans quel ordre? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis en dernier. Bon, le projet à terme ne serait-il pas de créer une école nationale de l'avocature? Qu'en penses-tu, Camille? Ben oui. C'est créer une grande école de la profession et créer une grande profession. C'est cette convergence qu'il faut rechercher. Alors, ça prend du temps, mais évidemment, on n'atteint pas le résultat final tout de suite. Daniel a raison, il est visionnaire là-dessus. C'est évidemment ça qu'il faudrait. Donc, cette école, on pourrait la créer, d'ailleurs, pas du tout. Ailleurs. Alors, on peut procéder en plusieurs phases. On pourrait éventuellement avoir une autre approche qui serait de créer peut-être 4 ou 5 écoles régionales très forte, pour du coup éviter les redondances budgétaires, pour faire en sorte qu'il y ait un vrai pôle, faire des économies d'échelle sur la formation, et puis donner à chacune de ces écoles une coloration en termes d'expertise, de manière à ce que les étudiants, les futurs avocats puissent choisir celle vers laquelle ils aimeraient aller, compte tenu de la polarité de cette école. Et évidemment, à terme, créer une grande école d'une profession dans laquelle il y aurait des troncs communs. D'ailleurs, nous, on appelle de nos voeux le fait de procéder à des échanges de fiches pratiques, de cours, d'ouvrir les écoles d'avocats aux magistrats, aux autres membres des autres professions, pour qu'ils viennent eux-mêmes échanger avec nous, qu'on s'imprègne de nos cultures d'enseignement respectives, parce que moi, je trouve que la balkanisation de la filière juridique est une mauvaise chose, elle dessert. Et donc, effectivement, à terme, mais c'est un bon projet. Mais c'est justement, alors il faut commencer tout de suite. Il vaut mieux ça et que ce soit méritocratique plutôt qu'on aille dans le sens de la... Alors, juste une dernière question sur le grand taux. Il y a une des difficultés aussi, c'est toujours les spécificités des IEJ. Dans certains IEJ, on a un commentaire de décision. Dans d'autres, par contre, c'est une question de réflexion. Donc, dans certains... Là, on va noter, c'est sur de la technicité, une bonne technique du commentaire d'arrêt, alors que dans d'autres IEJ, par contre, c'est véritablement le grand taux tel qu'il est envisagé, je pense, par nous tous, c'est-à-dire l'élève, enfin le candidat, ce qu'il fait, il défend son premier dossier, le plus beau, lui. À travers un commentaire d'arrêt, une décision, j'ai rien contre les décisions du Conseil d'État, mais... Tu parles de l'oral, tu parles de l'oral. Oui, de l'oral. C'est ça une des difficultés, c'est-à-dire que, bon... Bien évidemment, il faudra harmoniser, ne serait-ce déjà que la nature du sujet. Faire réagir, je trouve ça très intéressant de faire réagir, par exemple, l'étudiant sur une question d'actualité. Lui demander ce qu'il pense de cette question et de voir toute sa construction théorique. Par contre, ça va valoriser pour quelqu'un, quand on lui donne un commentaire d'arrêt à faire, ça va valoriser celui qui fait des commentaires d'arrêt. Donc une bonne technicité. Et voilà, ça dépend des attentes. Et là-dessus, je pense qu'on doit aller plus loin dans... Exactement. Bon, et si
on parlait de la collaboration qualifiante. Allons-y. Sujet qui fâche. Alors, J'ai l'impression aussi, oui. on va redire un petit peu ce que c'est que la qualification, enfin la collaboration qualifiante. Alors après une année de formation, de 12 mois. Voilà, de 12 mois, on a un premier diplôme, et là, on a la collaboration qualifiante. Alors la collaboration qualifiante, ce qu'il faut dire aussi, et là-dessus, je vais peut-être me fonder sur quelques exemples d'avocats qui se sont installés rapidement. C'est que l'avocat, durant cette nouvelle période de 1 an qui s'ouvre à lui, doit être donc alors c'était un petit peu la même chose avant avec la procédure qui existait, mais doit avoir un avocat qui finalement le parraine pendant une année, pendant une période d'une année. Donc déjà il y a le problème du choix de l'avocat en question, qui va le désigner, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un exercice de cooptation, et plus encore l'avocat en question ne peut pas s'installer. Et là on a pléthore d'exemples. Alors, pour ma part, ce sont des avocats en matière pénaliste, et ça rejoint d'autres problématiques qu'on a évoquées, des avocats qui sont restés très peu de temps en collaboration, qui se sont tout de suite installés par choix personnel. Là, on bloquerait véritablement leur installation, et surtout, comment ces avocats vont être choisis, puisqu'à la fin, au bout d'une année, que se passe-t-il si l'avocat en question estime que, eh bien, finalement, la collaboration qualifiante n'est pas si qualifiante que ça, et il ne qualifie pas ici l'étudiant. On a l'impression qu'on peut faire nos 4 ou 5 années de droit, avoir notre Master 1, notre Master 2, on a l'impression qu'on peut se préparer pour le CRFPA, obtenir le CRFPA, obtenir le CAPA, et puis plus rien après. On a vraiment l'impression que on s'engouffre en fait, plutôt que d'avoir l'impression d'aller de plus en plus vers quelque chose qui va nous apaiser, nous soutenir, nous donner de plus en plus l'impression de devenir. C'est reparti. Alors, on y est. On est reparti. Donc, je ne sais plus où est-ce qu'on a perdu nos camarades. La collaboration qualifiante. Oui. Donc, qu'en pensez de cette collaboration? Philippe Caïs vous dit, elle ressemble plus à une collaboration potentiellement disqualifiante qu'autre chose. Pourquoi parler de collaboration qualifiante alors qu'il s'agit d'une volonté d'un retour du stage? Oui. Je vous disais qu'on a l'impression de se perdre. On a l'impression qu'on va faire une tonne d'efforts, mais qu'on n'arrive à rien, qu'on s'essouffle, et qu'au final, comme le disait M. Benilouche, à la fin, peut-être que... Parce que comment va s'exercer le contrôle de l'avocat référent? Est-ce qu'il va décider, oui ou non, on lui donne le CAPAR? Est-ce que c'est lui, est-ce qu'il est décisionnaire ou pas? On ne sait pas. Le cas sur le CAPA plutôt, parce que le CAPA, ce sera le jury, et le CAPA, c'est l'examen libérateur qui va vous donner la possibilité de vous installer. Alors, c'est effectivement un sujet assez intriguant que celui de la collaboration qualifiante. Je fais une litote, parce que c'est effectivement une reconstitution de fait du stage, puisque après une période assez longue au cours de laquelle on a permis aux jeunes avocats diplômés, compte tenu d'ailleurs de tendances et d'une dynamique européenne, des textes européens, la directive sur la libre circulation et la liberté d'établissement, on est en train de rétablir une double barrière. La première barrière qui est celle, effectivement, d'avoir un référent, et puis la deuxième barrière qui est le SAS de 12 mois, à l'issue duquel, effectivement, le référent va décider si, avec les 30 heures de formation, si les qualités qu'on a pu acquérir nous permettent de... Je suis moins inquiet sur la dernière phase. Je considère que je suis aussi peut-être un ineffable optimiste. Je vois mal le référent comme ça se sanctionner lui-même, parce que ce serait aussi son échec, de ne pas permettre à son confrère de rentrer dans un exercice plein et entier et de bénéficier de toute la latitude. En revanche, je suis assez perplexe à l'idée de faire et d'offrir une formation qualifiante. Le CAPA, la formation de 12 mois, est censée être une formation qualifiante. 6 mois de stage, 4 mois d'enseignement, peut-être 2 mois de stage additionnel, et si on le veut, au demeurant un PPI. Donc 12 mois. Le PPI reste présent, mais il est facultatif. Et après ces années d'études, de prépa, parfois de double formation, et d'une année de formation, on considère que c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant, et du coup on recrée une barrière alors que tant d'autres confrères ont pu s'installer peu de temps ou immédiatement après le CAPA. Donc ça pose effectivement un problème, et surtout moi, mon problème, pardonnez-moi, c'est moins pour ceux qui sont pris chez un référent que pour ceux qui ne le sont pas. Parce que ce système de sélection provoque de fait une précarisation du jeune avocat.
Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on va leur proposer? On va leur dire, écoutez, on peut vous proposer autre chose, un pis-aller, un stage. Donc, alors qu'il a des diplômes, il va être obligé, en réalité, de valoriser son temps, puisqu'il n'a pas de référent, mais il va peut-être essayer de faire autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne veut pas s'intéresser à celles et ceux qui ne seront pas, qui n'auront pas la chance d'eux. Alors, moi, je suis incapable de vous dire si ce sera davantage dans les métropoles qu'il y aura des situations de déshérence des jeunes diplômés du CAPAR qui n'auront pas de référent, donc l'avocat référendaire sans référent, qui sera une sorte de... Voilà, je ne sais pas si ce seront des bateaux ivres, mais je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Je suis peut-être, alors encore une fois, pardonnez mon optimisme, mais je suis moins inquiet pour ceux qui, à la fin de l'année de référent, obtiendraient le CAPA. Ma préoccupation, c'est ceux qui vont sortir dans une angoisse de trouver leur... Et là, on reconstitue effectivement ce stage et une discrimination. Et ça me... Et ça, c'est un moindre tableau. Même si on dit que vous aurez la qualité d'avocat et que vous serez désigné comme tel, il y a d'ores et déjà une espèce de double statut qui est constitué. Moi, ça m'embarrasse. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait un référent, mais on peut reconstituer les deux. Je peux avoir la liberté de m'installer et avoir l'obligation pour les barreaux de proposer aux jeunes avocats, y compris ceux qui décident de s'installer immédiatement après le CAPA, d'avoir une sorte de mentor qui les accompagne pendant les premières années de leur exercice. Et je pense que c'est ça le vrai objectif, c'est de ne pas laisser seul le jeune avocat. Mais le fait qu'il s'installe, pour moi, doit être après une formation de 6, 7, 8 ans parfois. Je pense doit être un droit. Et ce qui s'est produit me gêne un peu. Il est peut-être même pas certain que... Voilà. C'est ce que dit Daniel Berck, la collaboration qualifiante serait contraire au principe de la liberté d'entreprendre le texte européen. Et il dit, est-ce qu'elle s'applique aux avocats entrant dans la profession par la voie de l'article 98? Alors justement, on ne s'attaque pas beaucoup aux passerelles, je trouve. Alors même que, bon là, c'est un problème, il y a un certain nombre de passerelles qui existent, notamment celles des docteurs en droit. Pour ma part, je n'en ai pas bénéficié, donc je peux assez facilement en parler. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ces passerelles, ou est-ce qu'au contraire, ces passerelles assurent justement le barreau d'avoir un petit peu des personnalités, on va dire, diverses? Moi, là-dessus, je suis... Encore une fois, pardon, vous êtes confronté à un ineffable optimiste. Je considère que la vie n'est pas un jeu à somme nulle et que la présence des uns et des autres enrichit nos intelligences et qu'au fond, quand quelqu'un s'enrichit, qu'il réussit, il ne me prive pas. C'est une intelligence collective. Et comme tu le sais, Daniel le sait aussi, j'étais un des premiers à m'investir lorsqu'il y a eu une menace sur la passerelle des docteurs en droit pour dire, attendez, on ne peut pas se priver de gens qui sont... formés, qui ont une connaissance académique qui nous est utile, etc. Il faut qu'on arrête ces espèces de... Moi, je suis favorable aux passerelles. Je considère en plus que ça fait partie de la mobilité de l'avocat et qu'il faut faciliter ces échanges entre différentes professions et qu'on n'a pas à se sentir menacé parce qu'il y a des juristes d'entreprise qui nous rejoignent et qu'il y a des professeurs ou des diplômés ou des magistrats qui nous rejoignent. On n'a pas à se sentir menacé. On doit être attentif au fonctionnement de ces passerelles. Et d'ailleurs, nous avons quelques propositions dans ce rapport pour valoriser les expériences, notamment acquises à l'étranger. Aujourd'hui, quelqu'un qui était 8 ans juriste à Singapour, qui a travaillé sur des dossiers extraordinaires dans d'autres cultures juridiques, dans la nôtre aussi, mais dans d'autres cultures juridiques, ne peut pas valoriser ces 8 années d'exercice à l'étranger au titre de la passerelle. Il y a des espèces d'incongruités dans le calcul de l'ancienneté qui fait en sorte que, voilà, je pense que moi je crois énormément à la mobilité entrante et sortante, et je crois aussi aux gestes qu'on fait à l'égard des autres membres de la famille juridique et judiciaire. Je suis pour que nous puissions nous-mêmes aller vers d'autres professions juridiques, y apprendre des choses et revenir dans la nôtre. Alors, on est presque au terme de cette vidéo. Moi, j'ai une petite question, je pense que Sarah également, et puis à la fin, j'aurai une petite remarque, bien sûr, à la fin. Ma petite question, c'est l'aspect suivant. Peut-être tu ne peux pas me répondre, c'est qui a l'oreille du ministre actuellement? C'est-à-dire, voilà. Comment le savoir? Est-ce qu'on doit s'attendre à un décret prochainement qui adopte les propositions du CNB, ou est-ce qu'on est en phase de réflexion? J'ai vu que le CNB, d'ailleurs, souhaitait te recevoir. Le 3 mars, ils feront l'honneur de nous accueillir pour qu'on évoque n'hésitez pas, les séances sont publiques. J'aurai
plaisir de présenter le rapport, notre méthodologie, et puis évidemment répondre à leurs questions, leurs aimables interpellations, s'il y en a, et leurs interrogations sur ce sujet. Parce que ce travail est un travail de libre parcours et il appartient à ceux qui le souhaitent pour s'en inspirer. Si je n'en sais rien, il analyse les différents éléments. Sur les votes qui ont eu lieu le 3 février, je sais qu'il y a en ce moment énormément d'échanges au sein de la chancellerie. Les syndicats se mobilisent, ceux qui sont opposés à un certain nombre des propositions qui ont été votées. Voilà. Donc, ce sont des propositions qui sont faites au ministre. Oui, bien sûr. Mais vous êtes, au final, est-ce qu'on peut dire que vous êtes contre les propositions à moi, à titre personnel? Oui. Ah oui, moi je suis contre la structuration. Moi, je suis contre et contre la collaboration qualifiante? Oui, moi, à titre personnel, je suis opposé à ces deux réformes pour les raisons que j'ai évoquées. Je ne suis pas, encore une fois, je suis obligé de faire un disclaimer, je ne suis pas opposé par principe à l'idée que quelque chose soit revalorisé en termes de coût. Je n'ai pas de sujet avec le fait qu'il faille payer le prix de quelque chose qui est bien. Et je suis même prêt à m'endetter. Moi, je suis prêt à m'endetter pour faire un investissement sur ma carrière, à condition que ce que j'en tire soit, en termes de perception pour moi et pour autrui, valorisant. Tant qu'on n'a pas réussi à gagner le pari de la valorisation de la formation initiale de l'avocat, je pense qu'il n'est pas sain, utile, possible de parler du prix qu'on fait payer aux étudiants, voilà, qui sont par construction d'ailleurs des personnes plus fragiles. Il y a une question, mais bon, la question, je pense qu'hélas, on ne peut pas y répondre par rapport à un éventuel changement de majorité par la suite. Là, je suis obligé de répondre que tout va dépendre du ministre de la Justice et du président qui risque d'être élu, parce qu'ici, on n'a pas de certitude du tout. Donc, c'est un élément qui est délicat. Bien clairvoyant est celui qui sait qui va être président de la République. Alors, plus dans le code garde des Sceaux, ça risque d'être quelque chose d'assez délicat. Peut-être toi, non? Pas approché. Moi, je suis un modeste artisan, je travaille dans mon cabinet, et voilà. Alors moi, j'avais une petite remarque conclusive, mais peut-être t'as une autre question, Sarah? Non, franchement, vous avez été clair. J'espère. Merci pour le travail que vous avez fait. Merci pour ce que vous allez dire au ministre pour nous. Merci. Merci pour tout. Merci de nous avoir reçus. Les gens ont l'air d'être ravis. Je pense qu'on a répondu à la majorité des interrogations qui se posaient. Et de toute façon, si on a besoin, on reviendra. Écoutez, merci à vous. Et puis, par ailleurs, ça fait un peu faillot, mais il faut le dire, parce que dans le rapport, on parlait énormément du dialogue entre les étudiants et les professionnels et les professeurs de droit, les enseignants, etc. Ce qui a manqué à ma génération, lorsque je suis devenu avocat il y a 20 ans, moi qui ne venais pas d'un environnement dans lequel il y avait des avocats, je n'avais pas d'avocat vers qui me tourner pour poser des questions, c'était justement une connaissance de la réalité de la profession, de l'importance des choix, et aussi en même temps de leur fluidité, c'est-à-dire que parfois on sait que notre voix sera très bien portée. C'est gentil. Dans ce que je disais juste, je ne sais plus quand on a été interrompu, ce qui nous manquait, nous, c'est aussi les dialogues, c'est la connaissance, la réalité. Donc là-dedans, nous, on a énormément appuyé le fait qu'il faut qu'il y ait une multiplication des opportunités et des occasions qui sont données pour les élèves de nous poser toutes les questions qu'ils veulent. On est parfois surpris du caractère, parfois... je le dis vraiment avec la plus grande bienveillance, parfois de la candeur de certaines des questions qui sont très très structurantes pour certains étudiants qui viennent nous voir, mais qui sont pour nous des questions presque secondaires, simples, et sur lesquelles on peut les rassurer rapidement. Et savoir que ces questions sont des questions importantes pour eux me fait penser que dès la 2e année, on devrait aller à la fac, être à leur disposition, multiplier les échanges, leur expliquer ce que c'est que la réalité de cette profession qui n'est pas facile, qui est très très difficile, mais très belle et très exigeante. Et leur dire voilà, ce sera ça. Et en même temps leur expliquer que c'est une profession très souple, dans laquelle on peut commencer à faire cette matière et puis en faire une autre. Et que beaucoup d'entre nous ne faisons pas dans la profession aujourd'hui ce pourquoi nous avons été formés. Ce qui permet de relativiser un peu le caractère déterministe des choix académiques que l'on peut faire. Voilà. Donc il y a une certaine forme de liberté, il y a une souplesse que cette profession offre, il y a une liberté que cette profession offre, à condition de s'y engager. Et donc, voilà, plus vous ferez ce genre de rencontres à travers Facebook ou autre, avec d'autres confrères, plus éminents, plus intelligents que moi, mieux ce sera. Il faut le faire régulièrement, il faut continuer à le faire. Donc, vraiment bravo de ce genre d'initiative. Je voulais juste dire une dernière chose, je tiens à préciser, et je pense que beaucoup de mes camarades étudiants seront d'accord avec moi. Ce dont vous parlez dans votre rapport, le
simple 3. Panorama Oui. Pour les L2 et les L3, pour Ouais. nous expliquer, quand on est jeunes étudiants, de quoi il en retourne, parce qu'on est en L1, on veut tous être avocat, Ouais, bien sûr. mais on veut être avocat comme dans Suits, on veut être comme Annie McNeil. Oh, la réalité est tout autre. Ouais. Et je pense que ce serait une excellente initiative. Alors, encore une fois, merci à vous, bravo, et puis merci Alors, à il y a- M. Benidouche, bien entendu. Voilà, Il y a également justement dans ces instances de discussion par rapport aux élèves avocats, ceux qui passent l'examen, il y en a beaucoup qui ont une méconnaissance de la pratique. C'est pour ça j'organise un certain nombre de choses, d'ailleurs des initiatives qui sont des initiatives à titre personnel, des visites à la maison d'arrêt, ce type de rencontres et également le fait d'assister à des audiences. Ce qui me vient une question immédiatement. D'abord Camille, je voulais beaucoup te remercier parce que c'est quelque chose de très très important pour les étudiants. Ils ont pris ça comme une terrible violence, proprement parler. Être plus ou moins, on va dire, d'essayer de centraliser les différents aspects m'a valu quand même quelques tweets assez sympathiques dont je garde la trace. Et je remercie beaucoup les auteurs parce que c'est ça qui me fait continuer. Par ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'à l'occasion, si tu vas plaider, que je puisse te proposer quelques étudiants pour y assister. Bien sûr, évidemment. Parce que c'est vraiment quelque chose. Parce que justement, dans le classement GQ, ils indiquent qu'il te manque qu'une seule chose et à l'heure actuelle, je ne comprends pas, c'est inadmissible. Pourquoi ne plaides-tu pas aux assises? C'est vrai. J'ai pas mal plaidé aux assises à une époque et j'ai aujourd'hui, moi, l'occasion de le faire, sauf quand on rend des services à des personnes qui viennent nous voir, etc. Ça fait partie du pro bono, mais c'est vrai que mon activité aujourd'hui. Et puis il y a tellement de si bons confrères qui plaident aux assises, mais il faut reconnaître une chose dans l'expérience judiciaire, la cour d'assises, c'est inexplicable tellement c'est extraordinaire. C'est vraiment le lieu. C'est vraiment le lieu. C'est le lieu où on a le sentiment que la loyauté judiciaire est la plus grande, parce qu'on a l'écoute du président, du jury, il y a une forme de majesté dans cette. Et c'est un lieu extraordinaire dans tous les sens du terme, plein de solennité, de gravité. Ce sont des sujets graves. Mais plaider devant la cour d'assises, c'est vraiment c'est un terme de sensation, de palpitation, de sentiment d'utilité, très modestement. Là, on est au cœur de l'appareil judiciaire, de la gravité de cet appareil, de sa majesté. Vraiment au sens, il y a une espèce de silence, une majesté qui entoure ça. Et je souhaite à tout le monde de plaider aux assises, de voir et d'aimer la justice aussi à travers la cour d'assises. Ça fait aimer la justice. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous, les amis. C'est une joie. À bientôt.